Parfois, à être trop dans les dures réalités de la mode, j'en oublie la beauté, j'oublie de contempler. Le vêtement se trouve dans de plus en plus de musées dédiés. Au début, je pensais que c'était par simple démarche d'archivage, mais c'est aussi parce qu'il a une part d'œuvre d'art. Il raconte des histoires, on s'en empare, et on continue de la raconter avec notre regard. C'est ce que Carline réalise durant notre échange. J'ai invité pour vous donc Carline Parois, créatrice. Elle nous partage un processus de création, le sien, celui d'user des mots pour façonner. Et à vous les auditeurs, je vous partage cette invitation, celle de retrouver le plaisir de se laisser inspirer. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bienvenue tout le monde, bienvenue Carline. Merci beaucoup. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, ça fait plaisir de te recevoir. Après ta découverte en fait de ton univers sur Instagram, et je retrouvais du coup beaucoup de poésie dans tes créations. Merci beaucoup. Ouais, je me suis dit de la poésie dans du vêtement, ça fait du bien et je voulais en savoir plus. Alors je me suis dit quelles étaient tes inspirations, découvrir les dessous de la créativité de Carlinae, qui est le nom de ta marque. Et donc c'est pour ça que je reçois donc Carline sur Qu'est-ce que la mode. Si c'est pas déjà fait, par curiosité, les auditeurs, auditrices, allez découvrir son Instagram. Je le mettrai en description. Donc bonjour Carline à nouveau. Bonjour Elsie, et merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir. Alors du coup, comme je disais, tu es la créatrice derrière la marque Carlinae. Oui. Mais pas que. Et puis avant d'arriver à cette marque, en fait, est-ce que tu pourrais nous partager un peu plus de toi, de ton parcours ? Donc je m'appelle Carline, effectivement, créatrice de la marque Carlinae, qui est proche de mon prénom. Je l'avais voulu d'ailleurs comme un peu une signature sans vraiment appartenance. Toi, j'ai pas mis de nom de famille, etc. Enfin, j'ai gardé une terminaison AE qui est latine, en référence à mes origines italiennes, et surtout à mon grand-père en fait, qui m'a transmis un peu je pense que ça vient de lui, cet amour de la création, puisqu'il était maroquinier, il avait sa propre marque de maroquinerie. Il sous-traitait aussi pour des marques comme Pierre Cardin. Il est aussi, je crois, avec Lancel un peu. Et en fait, il travaillait plus moi quand j'étais petite, mais il y avait les vestiges de son atelier dans son grand garage et j'ai commencé à jouer avec sa machine à coudre, la vieille Singer, la manivelle, etc. Et tous ces vieux boutons, ça m'a plongé dedans depuis enfant et en grandissant après Ça fait rêver. Ouais, complètement. Pour moi, c'était vraiment magique en fait de voir déjà que quelque chose qui était à plat pouvait devenir un volume et qu'on pouvait le créer de bout en bout. Ça me fascinait, et toutes les matières, etc. Et en fait, après, je suis partie à Paris faire une école de mode et ensuite j'ai plongé dans la vie active, en travaillant en entreprise d'abord et puis aujourd'hui en freelance et avec ce projet de marque qui est né il y a 3 ans. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça ? Non, comme je te disais, quand on en avait discuté avant, j'ai voulu être vétérinaire à une époque. Malgré tout, il y a de la couture quand même, hein, finalement, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai changé un petit peu après je pense qu'en fait, j'ai gardé cette part créative, cette envie en tout cas de création en parallèle. Mais comme j'étais très proche de la nature et des animaux, ça m'était apparu un peu plus, je sais pas, naturel en étant enfant. Et puis en grandissant, vers 10-12 ans, j'ai de plus en plus
tourner mon regard vers la création et surtout la mode et ça m'est vraiment apparu ça, de façon évidente, je pense parce que, voilà, par rapport à mon grand-père et ma grand-mère aussi, mais pour le coup ma grand-mère de paternelle de l'autre côté, qui était couturière. Donc c'est vrai, je pense d'avoir baigné un peu dans ce milieu, ça m'avait donné un amour un peu de la confection, et notamment vestimentaire ou d'accessoires, quoi. C'est trop beau d'avoir de la famille qui est dedans, même s'ils étaient plus actifs, de voir, les vestiges comme tu disais ou même, Ouais, des fois il y a des réflexes, moi je sais que je vois enfin ma grand-mère elle était pas dans la couture mais elle tricotait beaucoup, beaucoup et même elle tricotait même en dormant pour dire que c'était en dormant. vraiment plus qu'un réflexe. Ah ouais, c'était dingue. Je l'ai au début j'y croyais pas mais un jour je l'ai vu et puis c'était fou et du coup, tu baignais dans cette créativité en fait de matière, de matériel aussi, ça devait être, beau parce que maroquinier, c'est des outils aussi assez particuliers. Ouais, tout à fait et puis il y avait aussi, tout ce qui était, il y a des montagnes de zip, en métal et cetera. On a vidé d'ailleurs, cet atelier il y a quelques années, quand il a quitté la maison, dans laquelle il vivait et avec ma mère, ça nous a pris des jours et des jours, hein, surtout elle qui était sur place, plus que moi, mais pour, vider tout ce qui restait en fait et ça m'a vraiment fait de nouveau ce petit pincement, tu sais, au cœur de retrouver tous ces bouts de cuir, il y a un côté un peu effervescence aussi, je trouve et qui aide à la création. Et tout, oui, comme tu dis, tous ces outils qui sont bien spécifiques, pour poser les rivets, ce genre de choses. C'est là-dedans que donc tu as baigné, mais quelle est ta matière première du coup maintenant pour créer? Comme je te l'ai dit et c'est aussi le propos de la marque, j'aime beaucoup m'inspirer notamment de la littérature, de l'écriture et même en fait, simplement me raconter des histoires, j'adore ça et en plus, ça me semble, d'autant plus logique, en fait, dans la démarche d'une collection notamment. Je trouve que c'est beaucoup plus abouti, cohérent, harmonieux quand il y a vraiment un fil conducteur qui est raconté et donc toute une ambiance, alors chez moi, ça passe souvent par donc c'est souvent une inspiration quand même artistique, que ça soit de l'architecture, donc lecture surtout quand même. Parce que ce que j'aime avec la lecture, c'est qu'on propose, une version et à nous après de mentaliser les images pour les compléter. Donc ça laisse quand même avec des descriptions assez précises, comme par exemple dans les ouvrages du 19e siècle, ça laisse quand même une part d'imaginaire et j'aime bien façonner ce manque justement, toute seule et qu'un mot, par exemple, ou une notion devienne, une couleur ou une surpiqûre ou quelque chose, un détail peut-être de coupe. En fait, je trouve qu'il y a un côté un peu, «synesthète», entre guillemets, dans ma démarche où, chaque mot ou chaque notion peut devenir, un processus créatif ou en tout cas un détail de création, ouais. Tu aurais, un exemple, comme ça, à nous donner? Parce que, ça paraît naturel, pour toi ou pour moi parce que, voilà, quand on nous dit, de la douceur, enfin, voilà, un exemple un peu, bidon, mais voilà, on pense à certaines matières naturellement, mais pas pour d'autres parce que c'est pas notre, sensibilité. Mais par exemple dernièrement, quel a été les mots ou une expression qui t'a inspiré et qui t'a amené à une couleur, à une matière, Alors, par exemple, pour Cardinal, dans les dernières, pièces que j'ai pu faire, ou avant-dernière disons, c'était la collection qui s'appelle, L'Heure Miroir là que j'ai sortie au cours de l'automne. Je m'étais inspirée, je pense que c'est aussi avec ce côté confinement, parce que je l'ai créé en mars 2020. J'ai commencé en mars 2020. Ce côté un peu isolation et cetera et où du coup présence de réseaux sociaux, je me suis vraiment intéressée à ça et à avoir cette espèce de moi je trouve qu'il y a un côté un peu schizophrénique dans le personnage qu'on montre, à l'écran pour les autres et le nôtre et du coup je me suis dit cette dynamique, cette histoire d'écran peut être intéressante et par exemple j'ai une popeline de coton, enfin un coton, qui est sur la chemise, qui s'appelle Ghosting, qui est avec des mini petits, carreaux, enfin ça fait des petits comme un petit cadre et je me disais, ça rappelle un peu cette notion écran où j'ai un gris aussi qui se retrouve sur une veste et sur une jupe. Le gris est tout moucheté et ça m'évoquait, moi, les télés, tu sais, dans les années 90, avant qu'on ait nos télés de maintenant, quand ça brouillait et que ça devenait tout gris-noir, là, moucheté. ouais. Ça va être vraiment jusque dans le moindre petit détail de rappel et même dans les noms, du coup, que je vais donner aux produits. Tout est un peu, oui, comme constitué comme une histoire, ouais, c'est ça, comme un petit scénario. Tu me disais même que
Pour toi, confectionner un vêtement, c'était comme écrire un poème. Ouais. J'ai beaucoup aimé cette expression. Du coup, c'est même plus qu'une histoire, c'est un poème. Il y a plus que juste un simple récit, il y a une rythmique. Est-ce que tu pourrais développer un peu cette approche-là? Bah, déjà, alors pourquoi, poème? Parce que souvent dans ma tête, je me fais de petits poèmes quand je pense à un vêtement, quand je construis un vêtement. Heu, bon, c'est ce que je te disais, il y avait le côté, scénario, histoire, ça c'est vrai pour l'ensemble de la collection, mais pour chaque vêtement, chaque processus même de création, quand je coupe, ensuite quand je vais coudre, il y a une part qui se constitue et en fait, par exemple, pour, un des produits, que j'ai fait donc dans cette dernière collection-là, c'est, sou le la ma volonté, c'était de souligner un petit peu, les rythmes, enfin les courbes du corps, sans les dévoiler, parce que c'était en plus des pièces d'hiver, donc on voyait pas trop, le corps et tu parlais de rythme et moi le rythme, je le place par des jeux de bandes ou de drapés, ou aussi d'écharpes parce que j'ai un côté un petit peu, ce que je te disais autrefois, j'aime bien qu'il y ait un côté un peu curatif. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens et que je veux le transmettre dans les vêtements. Un côté où il y a vraiment ce besoin de prendre soin de soi, se cocooner un peu, mais aussi, avoir une espèce de force, que le vêtement puisse procurer une force à la personne et du coup, donc le côté, accent, arrêt et rupture, dans le poème, par exemple, quand on change de ligne, enfin de vers, pardon, et cetera. Ça va être ponctué par, tous ce jeu de bandes, de trames, aussi l'intérieur du vêtement. Souvent, mes vêtements sont assez épurés à l'extérieur. En revanche, à l'intérieur, tu as toute une lecture qui se dessine avec, des gros grains de couleur, des surpiqûres et cetera. J'aime beaucoup parce que même quand tu expliques, ça amène à l'imaginaire aussi, de se dire, ben, construire un vêtement avec des mots, ça veut dire quoi? Et se retrouver avec des mots écrits sur une feuille et puis des matières, des couleurs, des fils, des textures différentes de matières, de surface. Comment faire ça? Et c'est ce que j'aime beaucoup en fait, dans nos métiers, c'est que c'est la parole qui crée, mais c'est les mains qui façonnent. Ouais, tout à fait. Quand j'ai découvert ton univers, je me suis dit: «Mais il y a quelque chose derrière qui est plus que juste du beau pour du beau, en fait. C'est en train de raconter quelque chose» et je me suis dit, mais j'avais envie de savoir un peu plus et du coup, voilà, ben, je découvre en même temps un peu plus, en même temps que les auditeurs, hein, aussi de puisque de ton Ouais. univers et ça fait plaisir, en fait, de se dire que, voilà, c'est pas gratuit, en quelque sorte. D'ailleurs, quand j'étais au lycée, j'ai fait une section art appliqué, tu vois? Donc déjà, j'avais commencé une petite initiation à ça et cette phrase que tu viens de dire, elle m'a marquée aussi. J'ai une prof qui me disait tout le temps ça, elle me disait: «Rien n'est gratuit dans ce que vous faites» et c'est vrai et ça je pense que peut-être elle aussi, elle m'a aidée à appuyer ce côté, à trouver un sens à chaque chose. Bon, sans après, trop, passer dans une intellectualisation de la chose. Enfin, Oui, oui, personnellement, oui. je l'ai fait beaucoup et je pense même, trop de vouloir, je me suis même, souvent un peu pris la tête à vouloir absolument, que tout soit, coordonné et genre c'est en parlant avec, en notamment avec des amis et il y en a un qui m'avait dit: «Mais à la fin Caroline, c'est un vêtement» et ça m'avait vraiment calmé cette, cette phrase en me disant: «Oui, c'est vrai». Alors certes, mais pour moi, ce sera toujours plus parce que j'ai mis toute ma tout mon amour en fait de ça et je comprends bien qu'en retour, il y ait peut-être pas forcément autant de vie que ce que moi je peux avoir envie de donner. Mais malgré tout, je trouve qu'effectivement et si tu ressens, j'espère que tu n'es pas la seule, mais c'est que ça doit se percevoir. Il y a une vraie, ouais, une vraie écriture, voilà, derrière ça Mmh. et comme tu dis, rien n'est gratuit, ouais. Chaque chose avait sa place et son sens, ouais. Et puis, comme tu dis, donner du sens, c'est pas obligatoirement, être obligatoirement dans l'intellectualisation, la raison, l'explication, en fait. Ou même jusqu'à dire, la justification. Je mets ça parce que. Juste, aussi d'être dans le spontané, mais c'est compliqué, en fait, quand on veut donner du sens. C'est très occidental aussi, hein, d'être dans la raison, dans la tête. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi l'émotionnel qui ramène le spontané, le sensitif, en fait, le sensible. Je dirais par rapport à cette histoire, justement, moi, ce que j'écris, je le considère comme bon, sur le moment, c'est un présent mais qui devient vite à passer une fois que le vêtement est conçu, mais j'aime l'idée que la personne, justement, écrive elle-même l'histoire avec le vêtement, qu'elle le fasse, vivre à sa façon. Pourquoi pas le transmettre, pourquoi pas le donner, après peu importe, mais qu'en tout cas, il y ait ce côté où ça perdure et ça, j'ai voulu le mettre
bon, déjà en réalisant une commande, j'ai toujours une espèce de petit mot personnalisé, sans forcément connaître la personne. Je m'imagine, en fait, là encore, c'est une projection un peu de ce que je peux ressentir et d'avoir quelque chose, d'un petit peu plus, j'aime bien avoir un lien un peu plus intime, en fait, avec chaque personne, enfin chaque, client Mmh. et donc d'écrire une petite phrase qui va être, personnelle et dans les vêtements, je mets une petite poche, qui est toute petite, elle fait 5 centimètres sur 5 centimètres, qui laisse en fait place à presque rien pouvoir mettre ou juste un petit élément. Tout le monde n'a pas forcément une gris-gris ou tu vois, une petite amulette, quelque chose, mais j'aime bien cette idée qu'on puisse avoir peut-être une toute petite chose dont tu peux avoir besoin, tu peux la mettre dedans et pour moi, c'est une façon de poursuivre aussi cette histoire. C'est vraiment comme une œuvre d'art en fait, c'est là où tu touches un point de l'habit qui passe du banal, du quotidien à l'habit qui peut devenir, œuvre en fait, œuvre d'art. C'est qu'une œuvre d'art, elle a un nom, elle a un titre, elle a une façon d'être, faite, elle a une technique et tout ça, elle a une approche, elle a une histoire donnée par l'artiste, mais quand elle est vendu, acheté, l'histoire continue. Enfin, ça a touché une personne qui l'a chez elle, mais déjà, elle raconte une toute autre histoire dans une maison que dans l'atelier de l'artiste ou même dans un musée. Ouais, tout à fait. Et ce qu'il y a aussi, c'est que du coup, moi, dans ma tête, c'est que je me dis: «J'aime bien que le fait que les vêtements» parce que je suis comme ça dans ma vie de tous les jours, j'aime être, animée par quelque chose, être séduite complètement par quelque chose, que ce soit vraiment, à l'instinct, au coup de cœur et je me dis que la personne qui va prendre le vêtement aura d'autant plus envie de le garder longtemps, si, il y a tout ce sens qui est derrière et tout ce côté un petit peu, comme s'il était fait pour elle finalement, même si c'est du prêt-à-porter, c'est pas ça peut être du semi-mesure, je peux en faire aussi, mais c'est pas, des pièces, uniques, sauf si, bon, on me le demande, pourquoi pas, mais sinon ça c'est quand même sur une base de modèle qui va être reproduit, même en très petite série, c'est reproduit quand même. Mais malgré tout, chacun du coup a quand même la possibilité d'avoir sa propre pièce. C'est comme ça que je le vois moi. Et puis, chacun bouge différemment dedans. Tout à fait. Aussi, chacun a son mouvement. Tu me parlais, de mots, de couleurs et de matières et j'avais une question qui me venait aussi. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a une saison de la nature qui t'inspire tout particulièrement par ce qu'elle invite justement à nous raconter? Je pense pas que ça se retrouve dans ma création, enfin dans mes créations. Par contre, il y a une saison qui, moi, me plonge dans un état créatif, plus intense, je trouve, que les autres, c'est l'automne. J'ai toujours adoré l'automne, pour ses couleurs et son côté un peu, je trouve qu'il y a un côté un peu mystérieux. En plus, c'est la «petite mort de l'été» entre guillemets et l'ouverture à l'hiver et il y a cette phase transitoire, je la trouve un petit peu, un nimbé de mélancolie, en fait et c'est la mélancolie, c'est un sentiment qui m'inspire assez donc je pense que c'est l'automne, mais je trouve pas que ça se représente tant que ça dans ma création. Peut-être pas obligatoirement, mais justement, toi, ça te met dans une phase, créative, ça te repose. Enfin, ça me repose et en même temps, du coup, s'il y a aussi une ébullition, interne, tu vois, ça me stimule donc du coup, il y a une production qui est peut-être plus intense qu'à d'autres périodes. Mais c'est vrai que ça a un côté, je dirais enivrant un peu, enfin pour moi en tout cas. Comment, tu procèdes ensuite? Est-ce que c'est la matière? Est-ce que c'est le dessin? Ou est-ce que peu importe et tu arrives à une découpe? Est-ce que, c'est plutôt à plat, sur mannequin? Comment ensuite, tu commences à passer, au volume? Parce que tu disais tout au début, quand tu étais admirative de se dire: «Bah, il y a un truc à plat qui passe au volume». Mmh. Comment ça se Ouais. fait? C'est vrai que quand on est petit, c'est impressionnant. Mais ouais, comment ça se passe pour toi? Systématiquement, je fais d'abord des recherches, plutôt iconographiques. Bon, il y a aussi de la musique, mais je trouve que la musique, elle peut vraiment, influer, enfin, sur moi, en tout cas, elle influe sur mon comportement, créatif, je dirais, d'une manière un peu trop, intense. J'ai l'impression que ça me déconcentre plus que ça ne va m'inspirer, donc c'est pour après, c'est une fois que je sais déjà un peu où je veux aller, mais en général, c'est d'abord une recherche iconographique et de là, en fait, donc ça va être certains détails de vêtements, mais surtout des choses qui vont être, autres que le vêtement, donc qui sont en lien avec la thématique qui m'inspire, ou que je me suis un peu, la notion que je me suis mise un peu dans la tête. Là, par exemple, si je reprends cette dernière collection, j'avais lu des articles, notamment l'article d'une sexologue qui disait, que de la contrainte du corps naissait la liberté de l'esprit. J'avais beaucoup aimé cette phrase et je me dis: «Ah, il y a quelque chose à faire avec cet esprit de contrainte et cetera», mais que ça se ressente absolument pas dans le confort, mais qu'on puisse deviner qu'il y a quelque chose un petit peu
et je vais te reparler de cette histoire de bande du coup qui ponctue un peu les lignes de mes vêtements. C'est un peu comme ça que je l'ai transcrit. Et en fait, de là me viennent du coup des dessins. Je dessine des croquis. Et ensuite, je fais plutôt du moulage parce que j'aime bien le contact donc avec la matière et surtout sur le corps, le dessiner comme ça en volume directement. Et la recherche de tissu, en général, je la fais une fois que j'ai un petit peu plus déterminé une ambiance colorée. Je le fais en général avant parce que comme je suis amoureuse de tissu, quand je me retrouve dans un magasin de tissu, j'ai envie de tout acheter et ça part dans toutes les directions. Et donc, il me faut absolument une ligne conductrice avant d'y aller, sinon c'est terminé. Je repars avec tout et n'importe quoi et ça n'a plus, je trouve, enfin, c'est pas que ça n'a pas de sens, mais d'une collection, L'achat compulsif. c'est exactement ça. Et d'une seule collection, on est 3000, donc ça n'a plus enfin, ça n'a plus de lien, quoi. Donc, je fais ça après, ouais. Quand j'ai commencé un petit peu, en général, à déterminer les volumes généraux, sans être forcément peut-être entrer trop précisément non plus, mais en tout cas d'avoir une idée de la ligne que j'allais donner, quoi. Ouais, le tombé que tu veux, le poids que tu veux donner aux Voilà, pièces et tout. Comme ça, tu connais un peu les compos, que tu as besoin. tout à fait. Mmh. Merci, de partager un peu les secrets de de création. J'aime bien que ça passe aussi par les mots comme ça, j'espère que les auditeurs peuvent, s'imaginent aussi, justement tout ce processus au lieu de voir, et d'essayer de démontrer, de faire des films de studio. Des fois, ça fait du bien de travailler notre imaginaire. Puis c'est à vif un petit peu comme ça. Ouais, exactement. On a développé un peu plus, la question. On n'a pas répondu directement à je t'ai pas demandé de répondre directement à: «Mais c'est quoi alors la mode?» Mais suite à cette conversation, est-ce que, on pourrait dire que raconter des histoires serait ta façon de définir, la mode? C'est assez juste, ouais, en fait, je m'étais jamais posé cette question, en fait, de comment est-ce ce que c'était pour moi exactement et surtout sous cet angle-là, mais je trouve que c'est très pertinent et c'est juste pas forcément même simplement dans ce que moi je fais, mais aussi dans la rue, par exemple, quand je vois quelqu'un et que je trouve bien habillé, je me dis toujours il y a enfin, après c'est moi qui m'imagine peut-être que la personne n'a pas du tout eu cette démarche-là, mais je me dis tout ça, il y a une histoire, ça raconte telle chose et cetera. Mais c'est complètement vrai, ouais, je pense qu'on peut dire ça. Enfin moi, en tout cas, je peux dire ça. Moi, je t'encourage à fond dans cette approche, hein, au moins l'esthétique, est fondée, pas juste intellectuelle, mais elle enfin voilà, quand on raconte quelque chose, c'est intense et c'est je trouve que c'est ça qui fait que ça perdure, comme tu disais et que ça va au-delà de la tendance et on Mmh, peut jouer avec les tendances, mais la tendance reste un outil tout à fait. de se dire: «Ben, ce que je raconte, c'est aujourd'hui, mais je sais que ça va perdurer parce que ce que je raconte, il y a une vérité, il y a une réalité qui va enfin, il y a une réalité qui est vraie et qui va revenir dans quelques années et ce produit, ben, il va pouvoir parler dans 5 ans, dans 10 ans. Ouais et du coup, c'est pas comme on me disait, c'est pas gratuit ou c'est pas superficiel, en fait. Tout à fait, ouais. Ouais, je suis complètement d'accord. Ça me fait penser aussi que, je crois que je t'en avais parlé, mais du coup, quand j'interviens en cours de stylisme auprès de futurs designers, je dis tout le temps je dis tout le temps: «Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez raconter?» À un moment donné, j'avais l'impression de les embêter avec cette question. Pourtant, ils savaient qu'il y avait à chaque cours, à chaque fois qu'ils venaient, ou que je venais les voir, j'allais poser cette question. Au bout d'un an, voilà, ils savent, mais il y en a qui n'arrivaient pas à me sortir des choses, mais et c'était des choix un peu, voire beaucoup influencés par ce qu'ils voyaient et par ce qu'ils étaient saisis sur écran ou dans la rue ou quoi et encore, c'était compliqué ces 2 dernières années, d'être inspiré par la rue, Oui, ouais. à cause des confinements et tout ça. Vraiment, c'est super important de se dire, il y a des histoires. Les gens racontent des histoires et de se laisser inspirer par ça et de nous, raconter des histoires et le vêtement, en fait, il a tellement de choses à dire et il dit tellement de choses par des volumes, des textures et tout ça. Sinon, on serait en uniforme, peut-être, blanc ou gris et plat. Je dis pas que gris, c'est pas beau, j'aime trop cette couleur, hein. Ouais, c'est vrai et peut-être aussi, sur le côté déjà,
dirais, émotionnel qu'on confère en vêtements, mais même si à la limite c'est quelque chose qui est difficile à entendre pour un designer ou un futur designer, il y a au moins sinon une réalité aussi, je trouve, là pour le coup c'est plus mercantile, mais c'est aussi beaucoup plus facile de communiquer dessus, je trouve, quand ça a été créé en pensant une histoire ou qu'il y a un réel fil conducteur qui puisse se retrouver d'une pièce à l'autre et qui puisse aussi faire que tel haut peut se mélanger avec tel bas ou même avec tous les autres, que ça peut se compléter, que tu aies beaucoup plus de silhouettes possibles à faire avec même une petite collection, plutôt que si chaque pièce est un petit peu, mauvais jeu de mots, mais décousu, et que du coup, tu composes, mais que ça marche plus vraiment, ça communique pas assez, ça va aussi moins être pertinent et percutant, je pense, sur un portant, par exemple, dans un showroom. Ouais, alors que quand il y a une histoire, il y a un fil conducteur esthétique. Mmh. Puis en plus, se raconter des histoires ou travailler à raconter des histoires, c'est aussi prendre du temps. Ouais. Et on est, dans tout ce mouvement de slow fashion et tout ça et on se dit: «Mais comment faire?» Et déjà, c'est rien que prendre le temps de se dire au lieu de juste, créer pour créer et encore, la création dans ces conditions-là, c'est pas vraiment de la création. Oui. Alors que raconter des histoires, ça prend du temps. Parce qu'il faut la construire. Faut se laisser inspirer et tout ça. Tout à fait. Ouais, ça prend du temps, puis c'est aussi, du coup, je trouve, d'une certaine manière, voyager, ouais, c'est une respiration, réellement temporelle et de l'esprit aussi, quoi. C'est une bonne base, sur laquelle repartir, en cette rentrée. Ouais, complètement. Se raconter des histoires, prendre le temps d'écouter des histoires aussi. C'est un peu le but aussi de ce podcast, c'est de faire découvrir des univers comme toi, ou un peu de culture aussi pour, se laisser inspirer, se retrouver et puis retrouver la création aussi. Du coup, pour, finir, est-ce que tu aurais un livre qui t'a inspiré ou qui t'a marqué sur, ce dont on a parlé ou carrément autre chose que tu voudrais nous partager? Alors j'en ai 2. Est-ce que c'est possible d'en avoir 2 Ouais, ou je peux en vas-y, choisir un? sans Alors problème. alors, le premier en fait, c'est, «L'écume des jours», bon qui est très connu, mais je l'ai lu quand j'étais adolescente, en fait, et je pense que ça c'est pertinent dans le sens où ça se retrouve, en fait, dans ma démarche. Parce que je trouve que même si les descriptions sont quand même assez précises dans la façon dont les personnages ou l'histoire est racontée, il y a tellement, d'onirisme dedans que ça laisse quand même de toute façon place à un imaginaire, et je trouve que c'est un bon exemple de, ce que je te disais, création un peu, synesthète, parce qu'il y a, beaucoup de notions de couleur, de musique aussi puisque c'est baigné par le jazz. Donc tu peux un peu faire, cohabiter, communiquer et se répondre ces différents éléments. Donc ça ce livre m'a beaucoup plu aussi parce qu'il est teinté de mélancolie, bon, voire même de profonde tristesse quand même à la fin, mais heu, c'est ça répond bien, je trouve, un peu à ma démarche. Et autrement, il y a L'écume des jours de Irving Yalom qui est un psychiatre américain, et en fait, c'est une sorte d'essai, c'est entre l'essai et le roman, qui est inspiré donc de ses patientes. Et c'est une réflexion un peu sur la vie et surtout la façon d'appréhender la mort, et moi ça m'a beaucoup, je sais pas, détendue, je pense, apaisée d'une certaine manière. Donc ces 2 livres-là, ouais, genre, si je devais les retenir, il y aurait ceux-là. OK, les 2 ont le même nom? Non, L'écume des jours et l'autre c'est le Parce que j'ai entendu L'écume des jours aussi, pour le deuxième. le jardin des piqûres pour le deuxième. Ah OK, Le jardin des piqûres. OK. Donc Le jardin des piqûres qui raconte, de attends, tu peux, reprendre donc Le jardin des piqûres de? Le jardin des piqûres de Irving Yalom, qui est donc un psychiatre, américain, et qui raconte, un petit peu, c'est une sorte d'essai romancé, inspiré de conversations avec ses patientes, autour de l'appréhension en fait, de la vie, mais surtout de la mort, et ça m'a je dis c'est quelque chose qui m'a vraiment apaisée parce qu'il est très, il y a un côté rationnel et en même temps, il a une philosophie où il sait un petit peu, tu parlais d'occidental, je trouve qu'il justement il part dans un côté plus, c'est pas bouddhisme, mais il y a quelque chose un petit peu plus de cet ordre-là où on est moins en tout cas, engoncé dans quelque chose. Il ouvre un petit peu la réflexion sur d'autres paramètres, et j'ai trouvé ça très intéressant. Oui. OK. Merci pour, ces partages. Enfin voilà, la lecture n'est pas réservée à l'été et aussi, au coin du feu justement de l'automne qui va arriver là. On peut, aussi, lire ces livres. Merci, Carline de nous avoir fait découvrir ton univers. Au plaisir de découvrir, ta prochaine, collection et un peu plus
de tes couleurs, de tes matières et des histoires que tu vas raconter. Merci beaucoup à toi pour ton invitation et avec plaisir pour vous partager la suite. J'ai des projets déjà en cours là qui viendront dans les temps à venir et j'ai hâte de vous les montrer. Ah ben, tu nous tiens au courant alors. Et ben, allez découvrir Carlinae, A-E à la fin, sur Instagram. Allez vous raconter des histoires en regardant les pièces. Exactement. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 € par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien, nos échanges sur LinkedIn, Instagram. Continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.